Bonjour à tous, Guillaume Lenoir, je suis en charge des projets de décarbonation au sein de Yara, pour les projets notamment des usines de Yara Industrial Solutions, y compris l'usine du Havre. Je tiens d'abord à remercier l'IESF d'avoir invité Yara France pour représenter l'industrie et je vais essayer de relever le challenge de vous parler de l'hydrogène pour Yara en 15 minutes, ce qui est un challenge assez difficile à relever. Avant de commencer, je vais quand même passer 1 ou 2 minutes à vous présenter Yara très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Yara est un groupe international norvégien dont le siège est à Oslo, qui est un des leaders de la production des produits azotés pour les applications à la fois d'engrais et de solutions industrielles. Nous produisons environ 30 millions de tonnes de produits azotés par an, pour un chiffre d'affaires qui évolue autour des 16 milliards de dollars chaque année. Et donc dans les produits azotés, il y a à peu près 23 millions de tonnes qui sont orientées vers les engrais et 7 millions de tonnes vers les solutions industrielles. Dans les solutions industrielles, vous avez par exemple le dénox, les applications mining ou la vente de produits chimiques à l'industrie chimique. Je les développe celles-là parce qu'elles sont moins connues que l'engrais. Au niveau du groupe, dans la stratégie du groupe, on a complètement intégré les objectifs de décarbonation dans la stratégie et on a des orientations et des buts très clairs. Un, de baisser nos émissions d'environ 30%, de minimum 30% en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Non, pour l'instant, je fais l'introduction. Juste une dernière chose, au niveau de la France, Yara, c'est 3 sites industriels, c'est un siège aussi à la Défense. 3 sites industriels, un au Bec d'Ambès, un autre à Monteur de Bretagne et le 3e sur le site du Havre. Le 3e site sur le Havre a un atelier d'ammoniac en fonctionnement et donc émet plus que les autres et a été fléché, fait partie des sites les plus émetteurs français qui ont été sélectionnés aujourd'hui par le gouvernement. Donc voilà, et bien entendu, Yara France a aussi intégré les objectifs de décarbonation dans sa stratégie. Je tourne dans le mauvais sens. Donc aujourd'hui, la question qu'elle nous a demandé de poser, c'est y a-t-il des alternatives à l'hydrogène vert pour l'industrie ? Donc le premier point que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le groupe Yara brûle 210 pétajoules de gaz naturel, soit environ 58 TWh de gaz naturel chaque année pour produire ces produits azotés. Est-ce que c'est soutenable ? La réponse est clairement non. Clairement, il faut qu'on arrive à un horizon plus ou moins lointain, mais au plus tard en 2050, et si possible avant, à substituer cet usage d'hydrocarbures, surtout dans ces quantités. La deuxième chose, donc ça nous donne un horizon plutôt de 2050, et c'est là l'objectif de la neutralité carbone. Et il y a un autre objectif à plus court terme, c'est que, bon, vous êtes jeune, mais Jacques Chirac avait fait une phrase très connue, qui avait dit que la planète brûle. Et cette planète brûle, aujourd'hui, le GIEC nous le rappelle tous les ans et régulièrement. Et donc, l'objectif 2050 est loin d'être suffisant, il faut aussi regarder un objectif plus proche. Et le GIEC dit qu'il faut absolument agir vite. Et pour agir vite, il faut agir pour 2030. Et c'est là où l'objectif moins 30% est important. Et c'est là où on a établi pour les sites existants des feuilles de route de décarbonation. Donc au niveau de ces feuilles de route, donc sur nos sites, nous avons un travail d'estimation des différents projets que l'on peut mettre en place pour obtenir au minimum cet objectif de moins 30% et si possible aller à moins 50, moins 60 ou plus dès cet horizon. Et pour ça, on a 3 leviers principaux. On travaille sur l'efficacité énergétique. Un petit exemple sur l'usine du Havre, c'est
installer un partenaire Biosynergie sur notre plateforme pour faire fonctionner un CSR, donc une chaudière sur déchets bois, qui va faire à peu près 80-90% de CO2 biogénique et qui va substituer notre chaudière gaz. Ça va être électrifier une turbine ou d'autres fonctionnements comme ça. Généralement, ces projets, il faut commencer par ça, parce que ça peut se faire vite. Aujourd'hui, nous, tous ces projets sont prévus d'être mis en marche au plus tard cette année, lors de notre turnaround. Et c'est des projets qui demandent peu de soutien, qui sont souvent autosuffisants financièrement. Après, on a deux autres leviers très importants, qui sont un, le CCS, c'est-à-dire le capture et l'enfouissement de carbone, et deux, l'hydrogène. Avant de passer sur l'hydrogène, le CCS, nous, on a un avantage, c'est que dans notre procédé, on a ce qu'on appelle du CO2 process. C'est-à-dire que pas le CO2 de nos flux gaz, de nos fumées, mais le CO2 qui est directement, ce qui sort directement de notre flux du SMR, est déjà capté chez nous. Donc on a déjà à notre cheminée un CO2 concentré, propre, prêt à être liquéfié. Ce qui est un avantage énorme parce que le coût de liquéfaction et l'investissement le coût de captage et l'investissement de captage est très lourd. Et nous ne l'avons pas. Donc aujourd'hui, ce serait complètement idiot d'arriver en 2030 et d'avoir du CO2 comme ça, concentré dans une cheminée, sans en faire quelque chose. Donc là, il y a des projets CCS qui sont mis en place chez nous. Et la troisième levier, c'est le levier hydrogène. Alors le levier hydrogène, si on le regarde d'un point de vue décarbonation, je suis désolé de vous dire, mais c'est la cata. C'est vraiment le pire des leviers. Ça coûte hyper cher, c'est compliqué, et au coût de la tonne de CO2, d'abord on ne va pas capter énormément de tonnes, et deux, on ne va pas décarboner énormément, et en plus ça va coûter extrêmement cher. Mais c'est très important de l'avoir dans notre feuille de route, dans une vision plus long terme, pour préparer 2050, pour préparer 2040. Aujourd'hui, on a des projets d'hydrogène, heureusement, et on en fait. Et on s'en sert aussi dans cette feuille de route de décarbonation. Mais pour y arriver, on va plutôt appeler ça une brique, c'est-à-dire qu'on va s'auto-limiter dans la capacité. On n'est pas en état aujourd'hui, en 2026, de lancer un projet pour électrifier 100% de notre site. D'abord, la technologie n'est pas assez mature pour ça. C'est-à-dire il faudrait un projet quasiment d'1 gigawatt. Et aujourd'hui, les balance of plant sur 1 gigawatt, aujourd'hui, le plus gros électrolyseur qui tourne aujourd'hui en Europe doit être à 24 mégawatts. C'est nous, à Porchegrund. Je dirais il y a une compétence à monter, il faut monter en compétence, monter en disponibilité de matériel. La deuxième chose, il y a un autre frein sur l'hydrogène aujourd'hui pour nous dans cette feuille de route, c'est les infrastructures. C'est-à-dire que si on va voir RTE et qu'on demande 1 gigawatt, ben on ne les aura pas. Déjà, quand on va voir RTE pour 100 mégawatts, il coince, il faut déjà, je dirais, avoir le câble, c'est facile, avoir la capacité depuis le poste, c'est plus compliqué. Et encore, le câble, c'est facile, il faut au moins prévoir 2 ans. Et puis, il y a d'autres choses, les coûts d'élect, les visibilités. Aujourd'hui, prendre des décisions sur des projets d'hydrogène, c'est pas simple. Mais on y reviendra plus tard, je pense, dans le Q&A, mais c'est pas simple parce que le business case n'est pas simple. Voilà. Juste un point, ce travail-là nous a permis de signer un contrat de transition écologique avec l'État français pour trouver des moyens avec des objectifs clairs. Et la brique hydrogène fait partie des éléments, plus pour préparer le futur et l'électrification totale de site que pour ce qu'il amène réellement en décarbonation. Pardon. Juste quelques projets qu'on a fait dans le groupe, au niveau Europe et ailleurs. Ça, c'est des projets qui sont en exécution, qui sont décidés. On a lancé un grand CCS. Un dernier point quand même sur le CCS. Oui, on a été les premiers à signer un contrat commercial avec Northern pour l'enfouissement de CO2 sur le site de Sluiskil, aux Pays-Bas. C'est 800 000 tonnes par an. Ça va démarrer dès 2025 ou 2026. Oui, dès 2025. C'est un contrat de 15 ans. Et ça nous permet d'attendre. C'est un contrat de 15 ans. Ça nous permet de décarboner tout de suite, pendant 15 ans. Et dans 15 ans, on pense qu'on va pouvoir travailler sur les infras et sur tout le système pour électrifier le site. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Par contre, à côté de ça, à Porchegrund, on fait une électrification. On a déjà un pilote de 24 MW qui a été démarré là en fin d'année 2023.
Et le but du jeu sur Porsgrunn, où on profite d'un environnement spécial et avantageux, on prévoit l'électrification du site avant 2030. Pourquoi c'est avantageux? Parce qu'on a l'hydroélectricité en Norvège et ça facilite grandement l'alimentation électrique. Juste un autre point, on a un projet de CCS par exemple sur le site du Havre avec un consortium à plusieurs, ce qui s'appelle les Côtes de Normandie, avec les gros émetteurs de la zone, parce que c'est intéressant d'être à plusieurs pour réduire les coûts. Un dernier point, ça c'est ce qu'on fait sur nos usines existantes, et à côté de ça, on a annoncé des projets, notamment d'investissement d'ammoniac bleu aux États-Unis. C'est des investissements de 3 milliards. Une unité ammoniac bleu toute neuve aux États-Unis, tout compris, c'est pour 1,4 million de tonnes par an d'ammoniac, c'est des investissements aux alentours de 3 milliards de dollars chacun. L'ammoniac bleu, c'est quoi? Alors, on va y venir. L'ammoniac bleu, c'est un ammoniac qui est associé à... voilà, on y va, l'explication va arriver. Donc on a deux types, on a beaucoup de couleurs dans l'ammoniac. Là, on va se limiter à deux, bleu et vert. Donc vert, c'est électrolyse avec ENR, avec énergie renouvelable. Et bleu, c'est on continue à brûler du gaz. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire aux États-Unis. Et on le capte. Et si possible, si c'est un atelier nouveau, à la place d'être sur un ACMR classique, on met une technologie qu'on appelle ATR, qui en fait est aussi un four, mais dans lequel on n'a quasiment plus de fumée, de CO2 de fumée, et tout le CO2 part en CO2 process et donc est capturé. Et donc on arrive à un taux de captage sur un nouvel ammoniac bleu à hauteur de 90%. Donc ce que je veux dire, c'est que l'ammoniac bleu et l'ammoniac vert, tout le monde a tendance à les mettre en compétition. Or, pour nous, ils sont pas en compétition, ils sont vraiment complémentaires. Et ils vont être nécessaires dans le futur pour développer à la fois les usages et les besoins qu'on a de décarboner notre industrie aujourd'hui et de préparer aussi le futur de l'ammoniac, parce que l'ammoniac a un futur au-delà de ses usages habituels que j'avais nommés au départ, qui étaient principalement l'engrais. Un des usages les plus prometteurs pour Yara de l'ammoniac dans le futur, ce sera l'ammoniac comme en tant que fuel, notamment pour le maritime. C'est vraiment c'est quelque chose auquel on croit. D'ailleurs, on a annoncé récemment l'investissement dans un bateau qui sera alimenté en ammoniac fuel. C'est quelque chose auquel on croit, plutôt sur un démarrage plutôt dans les années 2040, enfin courant 2030-2040. C'est pas très court terme, mais c'est en cours de développement. Il y a des solutions de bunkering qui se font, beaucoup de discussions qui sont là-dessus, et ça, c'est quand même le produit dans les e-fuels potentiels au maritime qui a le plus d'avantages. Dans un dernier, ça c'est un dernier slide un peu plus complexe. Ça montre, c'est pour essayer de comprendre un peu notre vision. Donc aujourd'hui, c'est difficile de parler hydrogène sans mettre des... C'est pour ça que j'ai essayé de parler un peu de 2030-2050. Et là, vous voyez en bas, dans les camemberts du bas, comment on voit l'évolution d'ammoniac gris, donc fait tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est-à-dire gaz naturel sans rien, ammoniac bleu et ammoniac vert. Et vous voyez que notre position, c'est que aujourd'hui, on fait que du gris. En 2030, il y aura principalement du bleu et on commencera les balbutiements sur le vert et on aura initié, mais plutôt des pilotes. Les grands projets vont arriver aux alentours de 2030 et vont commencer à prendre la place du bleu ou à venir en plus du bleu vers 2040. Et le vert sera majoritaire, c'est-à-dire les productions par électrolyse sera clairement majoritaire dès 2050. Et tout ça, ça ne sera pas à échelle égale. C'est-à-dire qu'en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on fait un peu plus de 200 millions de tonnes d'ammoniac dans le monde. Ce qu'on prévoit, c'est qu'en 2050, on en fera au minimum le double, voire le triple. Ça dépend des gens. On lit un peu des chiffres. J'ai fini. Et dernier point, dans les usages aussi, il y aura une répartition, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux usages qui arrivent. On a parlé de l'ammoniac fuel qui sera probablement le plus gros des nouveaux usages, mais il y aura aussi des usages pour l'énergie et voire aussi pour du cracking. Merci beaucoup.
C'est pour qu'on ait un petit peu de temps ensuite dans les échanges. Emmanuel Rodriguez, alors vous pouvez prendre la zapette si vous voulez passer des slides, si vous en avez. Je crois qu'il faut que quelqu'un change. On change de format, je crois. Moi, j'ai envoyé tu sais le faire un PPT et pas un PDF. Alors, Ah, mais il a dû être intégré dedans. Regarde si ça enchaîne pas. Pause. Non, alors pas de pause. Bon, je vais me présenter. Mais allez-y, pendant ce temps, présentez-vous. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités. Donc, Emmanuel Rodriguez, ArcelorMittal. Comme on est devant des ingénieurs, aux élèves ingénieurs et scientifiques, moi je suis ingénieur physicien, ingénieur économiste. Donc, toujours défini comme étant croyant mais non pratiquant. Je n'ai pas fait beaucoup de métiers d'ingénieur, mais toujours travaillé dans l'industrie. Et l'industrie est vraiment un endroit où, en tant que avec un esprit scientifique et une vision d'ingénieur, on peut beaucoup construire. Donc, je vous parlais... ah oui, voilà, c'est bon. Et on pourra faire défiler les slides ou pas? Non, il y a un mode de présentation normalement sur... ouais. Oui, mais... ah, ça marche. Ah, ça marche. Ok, c'est bon. Parfait. Donc, je travaille chez ArcelorMittal et donc je suis depuis 20 ans. Aujourd'hui, je suis en charge de tout ce qu'on appelle les partenariats pour la décarbonisation. Je vais vous expliquer très rapidement dans la présentation pourquoi est-ce qu'on a une vision différente entre le process et le reste de la supply chain. Donc ArcelorMittal, donc on est à la fois un mineur pour du minerai de fer, 50 millions de tonnes par an, et un producteur d'acier, à peu près 70 millions de tonnes par an. Avec 3 usines principales en France, Dunkerque, Florange et Fos, et beaucoup d'autres usines, plus pour du finishing et aussi beaucoup pour la partie distribution. Donc on a des usines qui font 7 millions de tonnes d'acier par an et des centres de distribution qui font quelques dizaines de milliers de tonnes. Donc il y a vraiment toutes les échelles pour être au plus proche des clients. Donc voilà, est-ce qu'on voit? Oui. Donc chez ArcelorMittal, on a défini des objectifs clairs. On va être net zéro en 2050 et on a un objectif intermédiaire de moins 35% en 2030 pour l'Europe. Et ça fait partie des objectifs sur lesquels on veut vraiment pouvoir décarboner l'ensemble du groupe. Donc, je vais me faire défiler la présentation là, parce que moi, sinon je la vois pas. Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, pour ça, on a défini une roadmap que vous pouvez voir. J'ai commenté rapidement. Il y a 5 leviers. Le premier levier est très important, c'est changer le process. On reviendra dessus un petit peu ensuite. Pour décarboner, on n'a pas le choix, il faut changer le process. Ensuite, le premier levier qui est simple, c'est augmenter le recyclage de l'acier par la ferraille. Une fois que l'acier a été utilisé et usé, ça devient de la ferraille, et la ferraille, on peut la recycler à 100%. Donc on le fait déjà, on peut augmenter, on l'augmente déjà et on va continuer. L'Europe est excédentaire en ferraille, on exporte, donc ce n'est pas un souci, on peut en utiliser plus et c'est ce qu'on fait. Un autre levier, c'est ensuite de mieux de transformer le fonctionnement des outils de production. Pour l'acier primaire, l'outil principal, c'est le haut fourneau, avec des usines à coque, des agglomérations et ce qu'on appelle des fours de conversion qui permettent de produire de l'acier. Ça, on peut les améliorer, on peut recycler les gaz, on peut faire beaucoup pour émettre moins de CO2. Un certain nombre de projets qui sont en cours. Un autre levier, c'est de changer vraiment le process, de passer donc de ces hauts fourneaux à ce qu'on appelle de la réduction directe dans des usines qu'on appelle des DRI, qui existent déjà, qui ne demandent pas exactement le même type de minerai, qui n'ont pas exactement les mêmes, on va dire, conditions de fonctionnement. Mais ce qui est très important, c'est que le minerai de fer, c'est un oxyde de fer. Comme tous les minerais, c'est des oxydes. Pour produire de l'acier, qui est un mélange principalement de fer et un tout petit peu de carbone et quelques autres métaux en fonction des qualités qu'on veut, il faut vraiment qu'on réduise le minerai en fer, donc en métal. Et donc, historiquement, dans les hauts fourneaux, c'est fait avec du carbone pur, qui est du coke. Le coke, c'est vraiment du charbon qu'on a distillé pour en faire du carbone pur. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on émet entre 1,5 et 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Typiquement, la performance d'un haut fourneau. Si on passe dans un mode DRI, où alors il y a un autre type de minerai de fer, avec du gaz naturel. Vous pouvez rapprocher votre micro, parce que parfois, on ne comprend pas tous les mots. Donc on passe du carbone dans les hauts fourneaux au gaz naturel dans le DRI.
ça c'est une étape importante, c'est que dans le DRI, aujourd'hui, c'est une technologie qui existe. Il y en a un en Europe, il est chez nous. On en a aussi au Canada, on en a au Mexique, on en a en Argentine, en Inde. DRI fonctionne très bien. Et donc c'est avec du gaz naturel. Et donc ça va permettre déjà de passer d'un réducteur qui était du pur carbone avec du gaz naturel. C'est quoi? C'est du carbone et l'hydrogène. Fondamentalement, c'est ça. Et demain, ces DRI, on les fera fonctionner à l'hydrogène. Donc ça, c'est une étape très importante. En changeant le process, on va avoir un autre levier qui va être d'utiliser beaucoup plus d'hydrogène dans notre process. Et ça a été cité abondamment avant. Un autre levier pour la décarbonation, c'est aussi le carbone capture, parce que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des émissions de CO2 qu'il faudra qu'on récupère et qu'on stocke définitivement. Donc tous ces leviers-là sont bien en œuvre et font partie des choses qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, l'hydrogène dans la production d'acier, ça sert uniquement dans la vision finishing. Donc quand on fait certains types d'acier, on produit l'acier primaire sous forme de ce qu'on appelle des brames, des gros pavés d'acier de 25 tonnes, 30 tonnes. Ensuite, on les lamine pour faire des bobines. Et ensuite, les bobines, on peut les rendre, on va dire, meilleures ou plus propres à certaines applications en les transformant. Et dans certaines étapes de transformation, on a besoin d'atmosphères réductrices et c'est là qu'on utilise de l'hydrogène aujourd'hui. Voilà. Ensuite, pardon, je suis revenu en arrière. Très bien. Donc ça, c'est, comme vous êtes des élèves ou des scientifiques, je ne pense pas que ça vous fasse peur. On ne va pas rentrer dans le détail, mais le message est très simple. Décarboner une aciérie, et si on le fait complètement jusqu'à l'utilisation d'hydrogène par électrolyse dans un DRI, on multiplie la consommation d'électricité par 12. Voilà, c'est ce que vous voyez juste au-dessus du DRI, là, le grand x12. Donc, c'est vraiment de l'électrification intensive, à tel point que, et c'est tout à fait concret, dans notre usine de Dunkerque, où on a tout un plan de décarbonation qui est en œuvre, qu'on fait avancer, etc., le premier sujet, c'est le renforcement du réseau électrique. RTE est en train de construire une nouvelle ligne 400 kV pour le site. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est très concret. C'est vraiment ce que ça signifie en pratique. Et donc ça, c'est vraiment les étapes. C'est au fourneau, DRI avec gaz naturel, puis DRI avec hydrogène, de façon à être complètement décarboné, et un petit complément de CCS derrière. Au niveau européen, c'est ce qu'on a sur le slide suivant, ce sont des éléments qui ont été publiés par Eurofer, l'organisation des sidérurgistes européens. C'est pour vous donner des ordres de grandeur. Si toute l'industrie européenne de l'acier passe à l'hydrogène pour se décarboner, ça signifie quoi? Je vais me lever pour vous montrer. Donc ça, c'est les éléments pour produire de l'hydrogène par électrolyseur pour une unité standard de DRI de 2,3 millions de tonnes. C'est pas énorme, mais c'est déjà des bonnes unités. Donc, si on est sur du baseload type nucléaire, il faut une centrale d'1,2 gigawatt. Voilà, il faut une centrale nucléaire pour faire 2,3 millions de DRI, en gros pour faire 4 millions de tonnes d'acier. Si on fait avec de l'éolien, il en faut 2,4 gigawatts. Si on fait avec du solaire, il en faut 5,5 gigawatts. Donc c'est énorme. Pas de terme, c'est massif. Si on regarde à l'échelle européenne pour la sidérurgie, ça voudrait dire rien qu'avec de l'hydrogène vert, produire l'acier européen aujourd'hui, donc 150 millions de tonnes d'acier, il faudrait à peu près 100 millions de tonnes qui conviendraient pour la partie hydrogène uniquement. Il faudrait entre 37 et 60 gigawatts d'électrolyseurs. Aujourd'hui, en Europe, qui fonctionne, c'est en dizaines de mégawatts. Les projets sont en centaines de mégawatts. Rien que pour la sidérurgie, il faudrait 37 à 60 gigawatts. Voilà les ordres de grandeur. L'industrie est balbutiante, elle a un énorme potentiel, mais on n'y est pas. Et ensuite, là, il y a des chiffres encore plus impressionnants au niveau des investissements. Mais voilà ce que ça veut dire. Donc, le message, c'est pour le faire, si on veut le faire, avec de l'électrolyse, les besoins sont massifs
et sont aujourd'hui de l'ordre de 1000 à 10 000 fois ce qui existe pour l'ensemble de l'industrie. Et donc, sur le slide suivant, c'est un petit peu une liste de tous les obstacles qui peuvent exister aujourd'hui pour faire de l'hydrogène, on va dire vert, ou en tout cas low carbone. Le point principal de ce slide, au-delà des... On pourrait commenter longuement parce que c'est une industrie nouvelle, donc forcément il y a beaucoup d'obstacles, c'est normal. Le point clé pour moi aujourd'hui, le message, c'est vraiment low carbone. C'est pas vert, hydrogène vert, bleu, violet, turquoise, il y a beaucoup de couleurs. Ce qui est important, c'est que ce soit low carbone. Contre quoi se bat-on? On ne se bat pas pour le nucléaire ou pour le renouvelable ou pour l'hydraulique ou pour ce qu'on veut, on veut abattre le carbone. Donc il faut qu'on soit low carbone. En France, on a la chance d'avoir du nucléaire, faisons de l'hydrogène avec de l'électricité nucléaire, c'est pas un problème. En Suède, ils ont de l'hydraulique à pas savoir que faire, ils le font avec de l'hydraulique. Pas besoin d'éolien ou de solaire. Dans les pays où il y a beaucoup de vent, ils le feront avec de l'éolien. En Arabie Saoudite, ils l'ont lancé avec du solaire. Ce n'est pas un problème, mais faisons du low carbone. Et donc, ensuite, on fait un petit peu de conclusion. La question, c'était les alternatives à l'hydrogène vert. Ce qui est important, c'est que pour l'acier, l'hydrogène vert, c'est l'alternative. Aujourd'hui, c'est du charbon, demain, c'est du gaz nat, après-demain, c'est de l'hydrogène, qui soit vert, qui soit avant tout low carbone. C'est ça qui est important. Très important pour cette industrie qui démarre, c'est être pragmatique. Il y a beaucoup de régulations, beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées, mais aussi beaucoup de contraintes. Si on veut que les projets se fassent, il faut être très pragmatique. Et être pragmatique, c'est faire de l'hydrogène bleu aux États-Unis. Parce que le gaz n'est pas cher, parce que la structure de carbone capture existe, parce que c'est faisable. En faire du rose, donc avec du nucléaire, par exemple en France, ça peut être dans d'autres pays aussi, ça fait du sens, parce que c'est low carbone, c'est disponible, faisons-le. Et puis le vert partout où on peut en faire. Au niveau de la régulation, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment penser low carbone et pas vert. En Europe, on est très porté vers le vert, on n'aime pas forcément le CCS, c'est en train de changer, je pense que c'est une bonne nouvelle. Le nucléaire, le débat a été conclu aussi entre la France et l'Allemagne, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc soyons pragmatiques et soyons vraiment low carbone. Deuxième point, c'est tout ce qui a été réglementation RFNBO pour l'Europe, pour revenir dessus si vous voulez, ça a beaucoup d'impact. Ça surenchérit énormément l'hydrogène produit. Ça, c'est un gros obstacle à l'adoption. Donc il faut aussi penser aux impacts économiques sur les réglementations. Et ensuite, il y a un élément essentiel dans la politique, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une politique de l'offre. On subventionne les capacités de production. Si on veut que les gens changent leurs habitudes, si on veut adopter une consommation d'hydrogène décarbonée, il faut subventionner le consommateur. Il faut vraiment avoir une politique de la demande. Bon, c'est un consommateur qui le dit, mais je pense que c'est important dans la vision politique si on veut que ça fonctionne. Et ce qui est certain, c'est que la transition, elle se mettra en place pour peu que ce soit disponible. On n'a pas parlé des infrastructures, du stockage, etc., mais c'est un point essentiel, et abordable économiquement. Voilà. Je vous remercie. Allez, je vais revenir près de vous, ça sera plus chouette. Est-ce que vous avez des éclairages et est-ce que vous... Alors, vas-y, peut-être que du coup, si, il faut que je vienne vers vous avec le micro. C'est bon ? Oui, moi c'est une question pour du coup Guillaume Lenoir. J'ai une question par rapport à... pour vous, quelles sont vos productions de CO2, enfin votre éjection de CO2, c'est uniquement par le process ou c'est aussi... est-ce que c'est seulement avec la réaction chimique ou c'est autre chose aussi qui fait que vous émettez du CO2 ? Alors sur nos
Aujourd'hui, sur un procédé classique à l'ancienne, comme il y a en Europe, sur un SMR, donc sur un Steam Methane Reformer, on alimente notre site en gaz naturel et globalement, on utilise ce gaz naturel à la fois en matière première, parce que c'est cette molécule-là qu'on casse pour faire à la fois d'un côté le C qui se transforme en CO2, CO2 et qu'on switch en CO2, et de l'autre côté l'hydrogène. Donc on prend l'hydrogène en cassant la molécule CH4. Donc là, on utilise le méthane comme matière première, mais pour faire ça, ce qu'on utilise, c'est des liaisons très costaudes, donc il faut beaucoup d'énergie, et l'énergie du SMR, c'est de l'énergie thermique. Et cette énergie thermique, comme on a le CH4 en matière première, c'est celui-là qu'on utilise, donc on brûle du CH4 dans un four à 1000 degrés, et donc c'est ce CH4-là, lui, il va aller dans les fumées, dans les flux gaz, et là, il va être dilué à 6-7%, comme 8% dans une fumée. Donc aujourd'hui, globalement, on a 2/3 du CO2 qu'on va retrouver dans notre process et 1/3 dans nos fumées, sur un SMR. Et c'est là où arrive la technologie ATR sur les ateliers nouveaux, où là, en fait, on va changer, on va toujours chauffer, on va toujours avoir le CH4 à la fois en chauffe et en matière première, mais on va tout mettre ensemble de façon que tout le CO2 repart de manière concentrée dans le flux gaz, donc dans notre flux process vers le réacteur, et là on va le séparer, donc on va en récupérer la totalité, et on va supprimer la partie des émissions diluées, des fumées. Oui, bonjour. J'avais une autre question. C'était, vous avez dit pour Monsieur Guillaume Lenoir, vous avez dit que dans tous les cas, en première solution, ça faisait dans tous les cas sens d'abord la captation et le stockage. Est-ce que c'est seulement pour les process utilisés par Yara ou c'est en général dans toute l'industrie Ce que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent l'un contre l'autre, le CCS et l'hydrogène. Ce qui peut avoir du sens dans beaucoup d'industries, parce que c'est vrai que le captage, c'est quand même des capex très importants. Aujourd'hui, si je voulais capter mon flux gaz, c'est-à-dire mon CO2 dilué de fumée sur mon petit atelier d'ammoniac du Havre, parce qu'il n'est pas très gros, il fait un peu plus de 1000 tonnes jour, il faudrait presque 200 millions d'investissements et quasiment 50 € la tonne de coûts OPEX dessus pour absorber, désorber, etc. Donc c'est vrai que capter le CO2, c'est des investissements lourds, ça consomme beaucoup, et donc les gens ont tendance à dire, il y a des gens qui disent bon, le CCS c'est bien mais c'est coûteux. Nous, notre cas, notre chance dans l'ammoniac, c'est pas que Yara, je dirais, mais sur un atelier d'ammoniac existant, notre chance c'est d'avoir du CO2 process qui représente déjà 60-70% de notre CO2, et celui-là est déjà capté. Donc celui-là, aussi bien, on n'a pas besoin de faire d'investissement lourd dessus, on a juste besoin de le liquéfier. N'ayant pas besoin d'investissement, on est assez proche, notre coût de liquéfaction, transport, enfouissement est très proche du coût de la tonne de CO2 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a aussi très peu besoin d'argent public pour y aller. Donc on n'a pas besoin d'argent public, on parle de volume très conséquent, puisqu'on parle de 60-70% de nos émissions, et on n'a pas besoin de capex, puisqu'on n'a pas besoin d'investir sur la capture. Du coup, on peut l'envisager sur une phase intermédiaire. N'ayant pas besoin de capex, on peut se dire que le faire, c'est juste participer à une infrastructure commune et en ressortir dans 15 ans. Donc globalement, ça, on peut, dans notre cas, dans le cas de l'ammoniac, on peut dire oui, on peut le faire de manière transitoire, de manière temporaire, en attendant d'avoir les infrastructures nécessaires pour aller plus loin dans l'électrification de notre site. Et ce n'est pas toutes les industries qui peuvent se le dire. Il y a des industries qui conçoivent, dans les hard to abate et autres, qui vont concevoir plutôt sur du long terme et qui vont faire des investissements lourds qui, de toute façon, ne peuvent permettre que de le concevoir sur du long terme. Si je peux me permettre par rapport à cette question et à la réponse, il faut voir la décarbonation comme on regarde un système électrique. Un système électrique, il n'y a pas un seul type de centrale, il y a un mix. Il y a du nucléaire, il y a de l'hydraulique, il y a de l'éolien, il y a du solaire, il y a encore un peu de charbon, il y a du gaz, etc. On a besoin d'un peu de tout. La décarbonation, c'est pareil. On a besoin un petit peu de tout. Donc, il n'y a pas des choses qui sont bien ou pas bien. Il y a peut-être des choses qui sont plus désirables que d'autres. Là, on peut donner des signaux économiques, des signaux politiques, mais fondamentalement, il y a besoin de tout. Donc les solutions, elles peuvent s'exclure
l'une l'autre pendant une partie du temps. Si je signe un contrat de 15 ans pour faire du CCS, je ne ferai pas d'hydrogène pendant ce temps-là, je le ferai peut-être après, ça c'est sûr, c'est une réalité. Hein. C'est typiquement le genre de choix industriels qui doivent être faits, mais fondamentalement c'est une question de temporalité. Mais il y a des pays où le CCS sera plus facile, des pays où l'hydrogène sera plus facile, donc c'est aussi une question, il faut regarder la planète, pas uniquement, on va dire, l'usine à côté. Et donc c'est vraiment une vision de mix et de déploiement de ce mix dans le temps. C'est vraiment ça qui est important. Et sur la géographie, c'est vrai que nous, on a une carte des endroits où on peut imaginer du CCS. Il y a les US, il y a un peu l'Europe. Et il y a la carte où il faut faire de l'ammoniac vert. C'est le contour méditerranéen, c'est l'Australie, c'est le Chili. Idéalement, c'est Oman, où là, il y a à la fois du vent et du solaire. Alors là, on est au top, etc. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous montriez vos projets là, de CCS, c'était plutôt en Norvège. Et j'ai cru entendre, mais j'ai failli vous faire redire, mais j'ai entendu... dans le Pays Basque ou aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, donc j'étais pas sûre. On le fait en Europe, on le fait sur notre plus grosse usine aux Pays-Bas. On a aussi un même projet au Havre actuellement avec un consortium. Aux Pays-Bas, c'est signé. Au Havre, c'est encore en phase projet. Et au Havre, c'est pour que ça reste sur place. Et on le fait beaucoup aux États-Unis sur les nouveaux investissements. C'est pas parce qu'aujourd'hui on fait des investissements bleus pour des questions multiples, et notamment des questions de risque et de maturité technologique. On réfléchit à des investissements verts aussi, ou à des contrats d'off-tech, mais c'est un horizon un tout petit peu plus tardif. C'est-à-dire que la maturité aujourd'hui, pour moi, c'est en train d'arriver très vite, mais on passe pas quand même facilement d'un atelier 20 MW, d'un électrolyseur 20 MW alimenté sur du réseau, à un site 1 gigawatt alimenté uniquement sur ENR avec variation. Ceux qui font du projet, il y a un facteur multiplicateur que normalement, c'est un niveau de multiplication qui normalement ne se fait pas. Il faut penser à des phases intermédiaires, il faut une certaine maturation. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que l'hydrogène, oui, comme je l'ai dit, l'hydrogène, c'est sûr. Et dans les camemberts, je vous ai montré, on arrive à une majorité d'hydrogène en 2050. Maintenant, de l'hydrogène en 2030, il se voit à peine sur le camembert. Il y en a, mais c'est avec la technologie et la maturité qu'on a pour démarrer en 2030. C'est-à-dire des projets de 24 MW à Porsgrunn. Il y aura peut-être quelques projets quand même qui vont s'approcher de 500-600 MW. On pourrait imaginer peut-être un projet de 600 MW à Porsgrunn sur une alimentation continue grâce à l'hydraulique, pourquoi pas. Maintenant, 1 gigawatt directement connecté à de l'ENR, ça va arriver, on va l'avoir. Peut-être il y en aura un ou deux avant 2030, mais il y a 50-100 projets annoncés. Ceux-là, ils arriveront plutôt entre 2030 et 2050. Bonjour, j'ai une question pour Emmanuel Rodriguez. C'est sur le transparent 5. J'ai pas trop compris pourquoi la puissance, du coup pour l'électrolyseur, dépendait de la source. Est-ce que c'est parce que c'est dû aux fluctuations du renouvelable ? Exactement. Ok, c'était juste pour être sûr. C'est ce qu'on appelle le taux de disponibilité des outils. Très bon exemple. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne et dans les 10 ans à venir. Ça va être très très amusant. C'est très amusant. Oui, alors toujours ma question s'adresse également à M. Emmanuel Rodriguez. Merci déjà pour la présentation. Mais au niveau de la conclusion, vous avez dit quelque chose, si j'ai bien compris, je cite, pour que ça marche, il faut subventionner le consommateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je vais reprendre quelque chose qui a été dit. Aujourd'hui, l'hydrogène décarboné coûte cher, beaucoup plus cher que l'hydrogène gris. Donc à partir de gaz naturel, dans un SMR ou dans un ATR, ça coûte plus cher. Quand je dis que ça coûte plus cher, ce n'est pas 10%, 20% plus cher. C'est x2, x3, x4. Ce sont les ordres de grandeur. Donc ce n'est pas des petites différences. Donc il y a deux façons de réduire cet écart. Soit c'est de subventionner l'investissement. Et donc là, c'est le producteur qui va être incité. Okay, il y a une autre façon qui est de subventionner la partie consommation. Il se trouve que pour produire de l'hydrogène par électrolyse, en fonction des différents cas, mais je vais vous donner des ordres de grandeur, la part dans le coût de production de l'hydrogène,
le coût de l'électricité, hein, donc l'électrolyse de l'eau, hein, c'est l'expérience de 5e en physique, hein, si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens, hein, c'est assez simple, on fout de l'électricité dans l'eau, on récupère un gaz, on met une flamme, ça fait pop, c'est donc de l'hydrogène, c'est fondamentalement ce qu'on fait. Donc l'électrolyse c'est très simple, mais il faut de l'électricité. Et donc cette électricité, quelle que soit sa source, c'est entre 2/3 et 3/4 du coût de production de l'hydrogène par électrolyse. Donc, c'est pas parce qu'on aura subventionné le CAPEX qu'on aura résolu le problème. Subventionner le CAPEX, ça va vous résoudre entre 1/3 et 1/4 du problème. Le vrai problème du surcoût, c'est le coût de l'électricité. Donc, fondamentalement, c'est là qu'il faut agir. Et tous les gros projets de production d'hydrogène par électrolyse se mettent dans des pays où il y a, en simplifiant, un excédent d'électricité. Le nord de la Suède, hein, donc, vraiment, la Suède, c'est le golfe, au-delà du golfe de Botnie, pour ceux qui connaissent. Hein, donc vraiment, quand on va vers le sac polaire, c'est des pays qui ont beaucoup de renouvelables, comme l'Arabie Saoudite, qui a un énorme projet. C'est des pays où il y a beaucoup de vent. C'est voilà, dans ce genre de pays qu'on va voir des projets émerger, parce que le prix de l'électricité va être beaucoup, beaucoup plus bas que ce qu'on est capable de produire aujourd'hui. Donc le facteur clé, ça va être celui-là. Et donc c'est pour ça que, parce que c'est un coût variable qui est à l'origine de ce surcoût, c'est donc au niveau de ce coût variable qu'il faut agir. Soit sur le prix de l'élec, soit sur le consommateur pour l'inciter à consommer. Mais ce n'est pas en subventionnant l'investissement qu'on va trouver une solution. Bonjour et merci. Quand vous dites x2 à x4 sur le prix, c'est sur le prix final de l'acier ? Là, je parle vraiment du prix de l'hydrogène, le coût de production de l'hydrogène. Ensuite, je vais vous faire un petit calcul d'ordre de grandeur pour que vous compreniez. Pour produire une tonne de DRI, donc avec de l'hydrogène comme réducteur du minerai, il en faut à peu près 70 kg par tonne. Si aujourd'hui, donner un ordre de grandeur, l'hydrogène, ça coûte, l'hydrogène gris, ça dépend du prix du gaz nat. Je vais donner un ordre de grandeur, ça coûte, on va dire, entre 1 et 2 euros du kilo. Ça dépend des pays, du machin, bref, on va dire entre 1 et 2 euros du kilo. Si je regarde au niveau de ce que ça coûterait avec de l'hydrogène par électrolyse, donner un chiffre idiot, en Europe, aujourd'hui, on va être entre 4 et 8. Okay, donc, je veux dire, au mieux, j'ai 2 euros de surcoût. 2 euros fois 70 kg par tonne, ça me fait 140 euros à la tonne. C'est basique. C'est plus que la marge historique d'EBITDA d'un sidérurgiste. Donc à partir de là, on a notre réponse. Et concernant l'ammoniac ? Concernant l'ammoniac, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est même, si on parle ammoniac, le facteur est clairement de 2. Dans le sens où la majorité des coûts de la production d'ammoniac vient du coût de l'hydrogène, on est très proche. Après, si on va sur de l'ammonitrate, qui est la transformation de l'étape d'après pour transformer l'ammoniac en engrais après avoir réagi avec l'acide nitrique, qui lui-même provient de l'ammoniac. Donc cet ammonitrate, là, on va se retrouver avec un surcoût d'ammoniac vert qui sera de l'ordre d'au moins 30% sur le coût d'ammonitrate aujourd'hui, sachant que là, quand je donne ces chiffres x2 pour l'ammoniac vert par rapport au gris ou au bleu, parce que le gris et le bleu vont être à peu près au même prix. Parce que je vous l'ai dit avant, le capture coûtera à peu près la même chose que la tonne de CO2 que la taxe. Donc à partir du moment où il n'y aura plus de taxes et CO2 gratuit pour les pollueurs comme nous, pour les émetteurs, pour les forts émetteurs, ce qui va arriver assez vite puisque c'est prévu pour 2035, je dirais ça mettra le gris et le bleu au même niveau de prix. Et le vert sera 2 fois plus cher en ammoniac, ce qui représente à peu près 30% sur nos produits finis. Donc, et juste une chose, ces valeurs-là que j'ai mis, c'est en tenant compte, par exemple, si on fait le projet en France, du net capex aux alentours de 80% sur le fonctionnement, et ça tient en compte de beaucoup d'outils, ce qu'on appelle en anglais toolbox, sur la partie électricité, c'est-à-dire que ça tient compte d'une baisse significative des prix de l'électricité,
par exemple en incluant la compensation indirecte CO2, carbone, qui permet une réduction notoire, aux alentours aujourd'hui d'environ 30-35 euros le mégawattheure sur le prix spot élec. Alors je vous reviens encore et cette fois-ci ma question s'adresse à vous deux. Alors si mes souvenirs sont bons, je sais qu'il faut 20 litres d'eau pour 1 kg d'hydrogène. Alors dans un contexte de raréfaction de l'eau, qu'est-ce que vous entrevoyez comme conséquence et quelle est l'alternative crédible à la production de l'hydrogène à part l'eau? C'est un vrai sujet. Je suis tout à fait d'accord que c'est un vrai sujet, en particulier dans des pays qui pourraient avoir beaucoup de ressources renouvelables, mais pas d'eau. Il y en a un certain nombre, que ce soit, on va dire, au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, ou que ce soit au sud du continent américain. Donc c'est un vrai sujet. Donc le sujet peut être de faire de la désalinisation. Il faut aussi gérer les effets secondaires de la désalinisation, mais c'est vrai qu'il faut plusieurs kilos d'eau par kilo d'hydrogène. Donc si on veut faire de l'hydrogène par électrolyse, il faut aussi gérer le problème de l'eau. Il y a un certain nombre de pays qui pourront le faire et d'autres qui ne pourront pas le faire. Et ce qu'on voit en pratique, c'est que beaucoup de projets de production d'hydrogène par électrolyse se font près de la mer. Donc soit avec des ressources d'eau, on va dire, souterraines, soit avec des projets de désalinisation. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on voit. Moi, j'ai une question. Moi, c'est une question par rapport à l'hydrogène blanc. Dans l'éventualité où ça marche, et on en a en France, est-ce que vous pensez, premièrement, que ça changerait tout votre discours par rapport au positionnement de l'hydrogène dans votre industrie, par exemple sur la CCS et tout ça, et aussi, est-ce que vous pensez être légitime à être les premiers et légitimement être les premiers à utiliser cet hydrogène blanc dans votre industrie ou pas tellement? Je vais prendre celle-là. Sur l'hydrogène blanc, il y a la place pour tout le monde parce que je dirais chaque projet a son timing. Il y a eu beaucoup de communications récentes sur l'hydrogène blanc récemment, notamment parce qu'ils ont trouvé des gisements potentiels dans l'est de la France. Créer une exploitation d'hydrogène blanc va prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'annonce, c'est des permis de test qui vont être prolongés, qui sont là pour 5-10 ans, qui vont être reprolongés encore pendant 5-10 ans. Je dirais, personnellement, je ne vois pas d'hydrogène blanc, vu le temps qu'il faut pour développer ce genre d'exploitation et de développer une technologie d'exploitation. Je ne vois pas d'hydrogène blanc en France avant probablement 2040. Et ça a été confirmé par Hong Bui sur une des conférences qu'il a faites, parce qu'il s'est occupé de tout ce qui est mining dans le passé. Et il y a d'autres projets d'hydrogène blanc qui arriveront probablement plus tôt que ça, peut-être aux États-Unis ou dans d'autres régions, mais ça reste... l'économie est encore approuvée, la production est encore approuvée, ça va prendre du temps. Et en tout cas, extraire de l'hydrogène blanc, c'est coûteux quand même. Ce que je sais, c'est que sur les projets des États-Unis, la rentabilité est beaucoup liée aussi à d'autres gaz qu'on pourrait trouver aussi et séparés. Mais je ne suis pas sûr qu'en France, on ait des gaz autres que l'hydrogène à valoriser dans nos gisements. J'aurais juste une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas d'hydrogène blanc jusqu'à récemment? Parce qu'on n'en trouvait pas Parce qu'on n'en cherchait pas. Ah, on n'en cherchait pas. C'est très important. Très important. C'est parce qu'il y a eu tout ce démarrage sur l'énergie low carbone, enfin, tout ce qui est la décarbonation, que les gens commencent à se dire, mais peut-être qu'il y a de l'hydrogène qui s'est produit pour différentes raisons et qui est stocké géologiquement. Donc on ne le cherchait pas. Non. Un ton peut-être un poil plus optimiste, c'est on n'en a jamais cherché. Il y en a peut-être beaucoup plus que ce qu'on croit, ou pas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est en voie de développement. Il faut le suivre.
c'est pas des industries simples, ça prendra sûrement du temps, mais fondamentalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on va voir jusqu'à quel point ça va peser. Et vous et votre industrie, c'était sa première question, est-ce que vous vous sentez légitime ou prioritaire par rapport à cette utilisation, cet usage? Je ne sais pas s'il faut prioriser les usages ou pas. Hein. C'est la question qu'il leur est posée à l'issue de la convention. Hein. C'est pour ça que... Alors, sur l'hydrogène vert et électrolyse, je pense qu'il faut privilégier l'industrie parce qu'aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir, je dirais, supporter des projets de grande ampleur, de grande capacité pour dire les coûts de production, quitte à utiliser, je dirais, nos usines d'électrolyse collées à nos usines pour rayonner régionalement, pour supporter la mobilité ou autre. Sachant que ce n'est pas la mobilité qui va faire un projet de 100, 200 ou mégawatts ou 1 gigawatt aujourd'hui. Et du coup, il y a un vrai effet d'échelle. Donc c'est intéressant, de focaliser l'électrolyse sur l'industrie pour deux raisons. Parce qu'on fait des projets de très grande taille, ce qui fait baisser les coûts. Ces projets-là, on peut éventuellement en dédier 5-10% pour la mobilité autour de nous. La deuxième raison à ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ça serve à quelque chose quand on fait tourner un électrolyseur. Et aujourd'hui, nous, on a les capacités d'off-take. C'est-à-dire qu'on est capable, on est consommateur d'hydrogène, on est capable de dire oui, je peux prendre 20 tonnes jour, je peux prendre 100 tonnes jour d'hydrogène dès demain, dès que ça démarre. Et je peux le prendre sur 15 ans. Donc je peux essayer d'avoir un retour sur investissement. Ce qui est difficile aujourd'hui à faire en mobilité parce qu'il y a un ramp-up qui va être beaucoup plus long. C'est-à-dire que nous, on peut dès à présent, dès qu'on appuie sur le contact et dès qu'on démarre l'atelier, recevoir et alimenter nos ateliers. Et juste en complément, c'est juste une question. Il y aurait rien besoin de modifier dans votre système entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert ou l'hydrogène vert. Ça change rien, c'est le même hydrogène au final. Enfin, il n'y a pas de pureté système ou quoi qui peut différer. A priori, la molécule est la même. Ensuite, nous, dans notre problématique sidérurgique, les nouveaux modèles d'usine DRI, donc pour produire du DRI, donc de la réduction directe, sont dits prêts pour l'hydrogène, à savoir ils vont être démarrés sur du gaz nat, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, mais la transition vers l'hydrogène est déjà inclue dans le design, et donc en fait, il y aura sûrement des modes opératoires un petit peu différents, il y aura peut-être des productivités un petit peu différentes, mais au global, l'industrie se prépare à cette transition. Et encore une fois, gaz nat à l'hydrogène vert, et pas de l'hydrogène. Et ensuite, là où on utilise l'hydrogène aujourd'hui, on a un pilote sur une nouvelle technologie d'électrolyseur en France, une usine où on utilise de l'hydrogène. C'est le même hydrogène. Je veux dire, entre la façon dont il est produit aujourd'hui et la façon dont il sera produit demain avec ces électrolyseurs, c'est la même chose. Donc il n'y aura pas de changement par rapport à ça. La seule différence qu'il pourrait y avoir, c'est en fonction de l'alimentation. Si c'est une alimentation dite renouvelable type RFNBO, il faut avoir la simultanéité de la production d'énergie renouvelable et de production d'hydrogène, il va vous falloir des stockages énormes. Et ça tue l'économie. Aujourd'hui, c'est du baseload. Les SMR, c'est des coucous. Vous ne les voyez pas, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et voilà, ça fonctionne. L'industrie fonctionne comme ça. Donc il nous faut un système où on a de l'hydrogène disponible de façon continue. J'ai une petite spécificité sur l'ammoniac à rajouter. C'est la même molécule, c'est vrai, mais aujourd'hui, on a quand même si on parle d'ateliers existants, si on parle d'ateliers tout neufs, tout récents, je dirais, il va rester la boucle de synthèse, on va recevoir de l'hydrogène, on va recevoir de l'azote, d'une ASU, d'une Air Separation Unit, et on va les faire réagir comme on le fait réagir aujourd'hui. Donc là, il n'y aura aucune différence, c'est la même molécule. Par contre, si on est sur du rétrofit, et qu'on veut électrifier un site existant, là, on ne va pas y aller par 50 étapes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos SMR et nos ateliers, le nerf de la guerre, c'est l'optimisation énergétique. Et donc, quand on va commencer à intégrer de l'hydrogène vert dedans, si on en met 10%, ça n'impacte pas notre bilan énergétique global de l'atelier. Mais si je demande à opérer à 40%, ça va nécessiter des capex très importants pour maintenir mon efficacité énergétique, et ça ne vaut pas le coup.
Donc il y a un moment, on va faire 10, 20%. On peut faire entre une première étape, selon les ateliers, selon leur technicité et le process, l'année à laquelle ils ont été faits, on peut faire entre 10 à 40%, je dirais, de première étape en hydrogène, vert, en intégration, en rétrofit. Mais après, il faudra basculer sur une électrification complète. Parce que ça ne sert à rien d'aller toucher un équipement existant, d'aller mettre des centaines de millions d'euros de CAPEX. Si de toute façon, le but final, c'est que cet investissement ne sert à rien, puisque une fois qu'on aura électrifié complètement le site, cette partie-là de l'atelier n'existera plus. Donc il y a quand même deux étapes, c'est-à-dire une première étape, on a une première brique qui peut aller de 10 à 40% de notre production d'hydrogène, et après il faudra directement switcher à 100% en électrification. Le premier week-end, on avait déjà un premier week-end de la convention, pardon, on avait eu des interventions notamment sur la sécurité. Et je voulais savoir, du coup, du point de vue industriel, est-ce que donc on a vu que aujourd'hui c'est pas viable économiquement parce que c'est trop cher. Du coup, c'est un premier frein. Est-ce qu'il y a d'autres freins et notamment la sécurité? Est-ce que pour vous c'est un frein aujourd'hui? Et même question du coup avec la législation, vu que c'est une technologie récente encore l'hydrogène, est-ce que voilà, il y a des freins, sécurité ou législation, voilà. Que ce soit à l'échelle de la France ou de l'Europe. Dans nos industries où on a beaucoup de risques, l'hydrogène ne présente pas un profil de risque différent. Je dis souvent, un petit peu par provocation, que l'oxygène est plus dangereux que l'hydrogène. C'est réel, hein. C'est aussi, nous on utilise beaucoup d'oxygène sous pression, etc. C'est très explosif, la moindre fuite peut avoir des conséquences dramatiques. C'est des choses avec lesquelles on vit très bien, les gens ne le voient peut-être plus, mais fondamentalement on a l'habitude de gérer ces risques-là, ces risques industriels. Et donc non, il n'y a pas de risque supplémentaire, on est dans un environnement industriel, industrie lourde, donc ça fait partie de notre savoir-faire que de pouvoir exploiter en toute sécurité. Et aujourd'hui, l'hydrogène est un produit qui est transporté par bouteille sous pression sur l'autoroute. Vous en croisez sûrement. Voilà, c'est un produit normal. C'est un produit qui est complètement... Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'en faire une industrie de réseau avec des pipes de gaz naturel, avec des stockages, avec souterrain ou à l'air libre, enfin à l'air libre, sur sol. Mais fondamentalement, il n'y a pas de... Donc il y aura une réglementation spécifique au transport et au stockage de gaz naturel par réseau, comme on le fait pour le gaz nat aujourd'hui. Mais fondamentalement, industriellement, il n'y a pas de changement. Il y a déjà des stations d'hydrogène pour les taxis à hydrogène à Paris. Alors, vous ne savez peut-être pas, mais ça existe en région parisienne, ça va se développer et c'est pas plus dangereux qu'une station essence avec du diesel ou de l'essence dedans. Il y a des risques, ils sont gérés, ils sont gérables. Donc d'une certaine manière, là depuis tout à l'heure, on vous entend dire que vous avez l'échelle, hein, la massification et le besoin. Vous avez d'une certaine manière aussi la capacité d'investissement, même si ça coûte cher, mais bon, vous dites que vous pouvez l'avoir. Et en plus, vous avez l'expérience. Donc par rapport à d'autres champs d'application, c'est intéressant aussi de l'entendre. Vous voulez réagir aussi? Non, mais là-dessus, vous êtes non, c'était bon. Alors, qui n'est pas étudiant, mais du coup, vous allez nous dire d'où vous parlez. Oui, bonjour, moi je travaille dans l'hydrogène entre la France et la Corée du Sud. Je suis consultant, on va dire. J'ai des questions par rapport à la gestion de la chaleur, qui est un levier de décarbonation, pas forcément pour votre entreprise, mais peut-être pour celles qui sont autour de vous. Est-ce que vous avez déjà implanté des réseaux de chaleur pour pouvoir optimiser vos besoins ou les besoins de vos voisins, et donc leur vendre de la chaleur qui est trop faible, trop froide pour vous? Et dans l'autre sens, est-ce que vous envisagez d'utiliser donc des petits réacteurs modulables, si jamais il y en a? Parce que j'avais entendu parler de projets à Fos-sur-Mer, par exemple. Et sur les réacteurs déjà existants, est-ce que vous avez déjà des connexions au niveau de la chaleur entre vos usines et les centrales nucléaires?
Avec des centrales nucléaires, non, j'ai pas mémoire qu'il y ait de réseaux de chaleur installés. Il y a des piscines pour des alligators, mais des réseaux de chaleur, bon, en France en tout cas, on n'a pas une très très grande culture de réseaux de chaleur. Il y en a dans un certain nombre de grandes villes. Nous, un certain nombre de villes, enfin Dunkerque notamment, où on fait en sorte que de la chaleur fatale soit mise sur le réseau à disposition des consommateurs du réseau, à savoir la communauté urbaine. Donc ça, oui, toutes les optimisations qui font du sens en termes d'efficacité de l'ensemble du système énergétique fait du sens. Ensuite, avoir ou pas des échanges avec les centrales nucléaires. Bon, le gros problème de la chaleur, c'est la distance. Ça se transporte pas très très loin. Donc souvent, ce sont des sites qui ne sont pas complètement intégrés dans des plateformes industrielles. Donc tout ce qui est intégré dans des plateformes industrielles, éventuellement proches de villes, ça fait du sens. Dès que c'est trop loin, la chaleur, c'est pas forcément facile à gérer. Pour les SMR, pour la question spécifique des SMR, donc les petits réacteurs modulaires, qui sont très à la mode actuellement, c'est un cycle. Dans les années 70, au moment de la crise du pétrole, il y a eu des projets d'utilisation de réacteurs de sous-marins dans l'industrie, notamment dans l'industrie chimique, mais ça ne s'est jamais fait. Donc il y a beaucoup de projets. C'est des technologies qui ont pris un petit coup dans l'aile il y a quelques mois quand même. En termes de coûts, les premiers tests aux États-Unis ont été très 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 décevants. Donc aujourd'hui, c'est pas encore mature. C'est une très bonne idée, mais c'est pas mature. Juste pour compléter, donc nous, on a la chance, je vous ai parlé du projet CSR de chaudière bois, déchets bois, biosynergie sur notre site. C'est connecté au développement d'un nouveau réseau chaleur sur la ville du Havre, et c'est connecté du coup aussi avec différents acteurs de la zone industrielle. Donc ça nous permet, nous, maintenant d'avoir un voisin qui est connecté à différents réseaux. Donc ça nous permet, biosynergie phase 1, c'était récupérer de la vapeur haute pression. Biosynergie phase 2, ça va être de leur donner de la chaleur fatale qu'on va démarrer là en avril. Donc maintenant qu'on a un voisin qui est connecté sur un réseau, on va pouvoir exploiter ça au maximum, et ce qu'on a déjà commencé à faire. Et sur le SMR, au niveau nucléaire, non pas steam méthane, c'est plutôt fléché sur des pays, c'était historiquement plutôt fléché sur des pays autres que l'Europe. Ça a complètement du sens par rapport à de l'électrolyse pour faire de l'hydrogène et de l'ammoniac, dans le sens où les électrolyseurs ont aussi besoin d'une alimentation bandeau et de manière stable. Donc ça peut avoir du sens. Ça a du sens aussi parce que généralement ils sont accompagnés de stockage de chaleur, ce qui peut permettre aussi de stocker l'énergie renouvelable qui serait produite dans le coin et pourrait s'associer à l'ENR. Donc après, en France ou en Europe, c'était pas en tout cas fléché historiquement. Si demain on n'a pas assez de connexion, si on a des vraies problématiques d'infrastructure, notamment connexion RTE et capacité de production dans le développement des EPR et autres, ou de l'ENR de manière générale, ça pourrait s'envisager, mais il faudrait que ça soit accepté par la population. Par là ? Il faudrait quand même une certaine acceptance aussi. Il y a tout le pas dossier, par la population, par la population, une acceptation sociétale. Ok. Moi j'ai une question justement en rapport avec la chaleur. Est-ce que vous envisagez d'utiliser des électrolyseurs à haute température dans votre cycle, comme par exemple il nous a présenté ce matin un cimentier? Je dirais que tout est une question de timing et de maturité. Aujourd'hui, l'usine n'est pas encore construite et le développement est à ses prémices. Mais clairement, le nerf de la guerre, c'est la consommation électrique. A priori, les SOC à haute température devraient ou annoncent des valeurs à moins 30% de consommation électrique, à peu près. Bon, faudra voir. Le PEM annonçait beaucoup d'avantages qu'on n'a pas toujours vus au démarrage. On attend de voir les premiers pilotes. Après, de là à faire un projet 1 gigawatt avec du haute température, quand ça sera mature, clairement, ça remplacera. Et si clairement ça apporte quelque chose, nous, en tant qu'industriel, on a de la chaleur, on a des choses, donc on a moyen peut-être de trouver une optimisation à ce niveau-là. Si on y trouve de l'optimisation et que la technologie est mature, on ira. Il faut savoir qu'un industriel, il n'aime pas le risque.
Donc on passe plus de temps, quand on présente un business case sur un projet de décarbonation hydrogène, à justifier sur notre analyse de risque du projet que sur le business case. Nous, on a un pilote sur ce genre de technologie qui est en cours de fabrication. On verra ce que ça donnera, mais même s'il y a de la chaleur fatale sur nos sites, qui dit chaleur fatale ne dit pas chaleur gratuite. Ça coûte cher de récupérer la chaleur fatale. Donc on va économiser de l'électricité et ensuite on va être, on va dire, efficace en récupérant de la chaleur fatale qui aujourd'hui est perdue, mais ça aura un coût aussi. Donc c'est l'ensemble de l'équation qu'on va pouvoir regarder. Mais oui, il y a beaucoup de technologies à développer sur les électrolyseurs. Il y a un énorme travail d'ingénieurs et d'innovation à faire. Il y a beaucoup de projets différents et on verra qu'il y aura la bonne solution. Mais si on peut économiser la chaleur latente de vaporisation de l'eau, c'est un gros gain. Parce que fondamentalement, c'est ça. Techniquement, c'est purement ça. Et donc, on est tous capables de calculer combien ça vaut. Et ça vaut beaucoup d'électricité. C'est un peu la suite de ça. Comme vous venez de dire, on a besoin du coup de plus de R&D parce que c'est pas encore viable. Et du coup, ma question, est-ce que du coup, il n'est pas plus intéressant de subventionner les producteurs d'hydrogène pour qu'ils puissent développer toutes ces technologies-là et que ça accélère parce que là, pour l'instant, le message que j'ai compris, c'était qu'il fallait subventionner surtout les exploitants parce que l'électricité coûte très cher. Est-ce que ça ne va pas accélérer le développement de l'hydrogène si on subventionne Non, mais je pense qu'il y a deux éléments dans votre question. L'un n'empêche pas l'autre. Fondamentalement, on peut faire les deux. Au niveau de la technologie, il y a une technologie qui est mature, qui est la technologie alcaline, qui est utilisée depuis des dizaines d'années, notamment pour faire de chlore-soude, etc. Donc, technologie très très bien connue, que tout le monde peut faire. C'est celle-là aujourd'hui qui est déployée. Les grands projets en Arabie Saoudite, en Suède ou ailleurs, donc les plus de 100 MW, on parle de 700 MW en Suède, de 2000 MW en Arabie Saoudite, c'est basé sur le producteur européen qui a fait de l'alcalin depuis 50 ans pour le chlore-soude, qui est ThyssenKrupp Nucera. Il avait un autre nom avant, mais fondamentalement c'était O2, pour ceux qui connaissent un peu la chimie. Voilà. Donc ça, c'est une technologie qui est connue. C'est une technologie que les Chinois commencent à déployer et ça va aller très vite. Il y a de l'innovation sur le PEM, qui est relativement nouveau, qui est en train d'être testé. Il y a de l'innovation sur le SOSI, il y a l'AEC, il y a plein de technologies. Oui, il faut développer la technologie, il faut trouver les meilleures technologies, etc. Aujourd'hui, il y a une technologie qui existe sur laquelle on peut démarrer, qui est l'alcalin. PEM est en train de démarrer aussi. Souhaitons-leur que ça fonctionne. Mais il y en a sûrement d'autres à développer et on va dire à améliorer. Donc je pense qu'on est dans une dynamique où les deux sont nécessaires. On peut démarrer avec des technologies éprouvées, alcalin, relativement mature et en train de vraiment démarrer comme PEM. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui arrivent qu'il faut aussi développer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai champ à explorer. En Europe, on a une force de R&D. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses sur les nouvelles technologies. Et du coup, pour vous, c'est possible, enfin, s'il faut prioriser un des deux, parce qu'on est forcément limité et qu'il y a forcément des choix à faire. Si vous développez des produits qui n'ont pas de marché, vous ne les développerez pas. Ok. Aujourd'hui, les gens ne vont pas faire de la R&D parce qu'ils ont des subventions R&D, parce que la subvention ne couvrira jamais 100% des frais. Et donc, si on veut attirer de la R&D, il faut développer du marché. On n'aura pas besoin de le subventionner. Ça sera tout seul après. Oui, mais tu me passes les paroles. Moi, je préfère que tu assumes tes questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vas-y. Bonjour, j'ai une question sur la capture carbone. Est-ce que du coup, parce que là, vous voulez capturer le carbone et vous voulez le stocker, ou vous voulez peut-être l'utiliser pour faire du e-fuel? Alors, il y a un problème, il y a un gros problème aujourd'hui dans la législation. Aujourd'hui, moi, j'ai un besoin de décarboner et d'annoncer aux actionnaires du groupe Yara qu'on décarbone. Aujourd'hui, mon CO2, si je l'envoie en stockage dans un CCS, dans mer du Nord, et qu'on surveille et qu'on le fait dans les règles de l'art de l'Union européenne, je peux considérer que mon CO2 est décarboné, que je ne l'émets pas. Si demain je le vends ou je le donne
à quelqu'un qui veut faire par exemple du e-fuel. Le problème, c'est que le CO2 va être utilisé plus tard, etc. Donc aujourd'hui, même si je leur vends économiquement, j'ai encore les chiffres du CO2 dans mes comptes. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire que j'ai décarboné ce CO2 que je leur vends quand il part en CCU. Donc moi, en tant qu'industriel, personnellement, mon avis, personnellement, je trouverais ça intelligent de l'envoyer aussi en CCU et que pour moi, ça devrait être traité de la même façon. Mais il se trouve que d'un point de vue législatif, ce n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, je décarbone quand j'enfouis et je ne décarbone pas quand j'en fais de l'usage. Et pareil pour mon CO2, aujourd'hui quand je fais l'ammoniac urée sur le site du Havre, j'utilise du CO2 pour faire de l'urée, et qui est dans ma molécule d'urée, qui va être émis plus tard à l'usage quand il va être mis en engrais ou en colle sur des panneaux bois. Et dans les deux cas, moi aujourd'hui, ça c'est un CO2 qui pourtant part en production, mais qui officiellement est dans mes chiffres d'émission. Je vais donner un exemple simple. On a une usine à Gand en Belgique où on décarbone réellement en pouvant produire de l'éthanol avec un procédé biochimique. Cette usine vient juste de démarrer, c'est très cher à faire, c'est un très beau projet de CCU. Mais effectivement, le carbone qui se retrouve dans l'éthanol qui va être utilisé ensuite en mélange avec des essences pour faire du E10 ou des choses comme ça pour les voitures, le CO2 reste dans notre bilan et on doit payer ce CO2. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout incité à faire du CCU en Europe. C'est très très clair. Il y a une volonté qu'on n'en fasse pas. Voilà. Alors que industriellement, c'est pas forcément idiot, loin de là. C'était pour compléter sur ça. Est-ce que vous pensez que, pour l'instant c'est le cas, mais une fois qu'ils auront vu que l'industrie a légèrement évolué, ils autoriseront au moins dans une certaine partie de ces dégagements process à être utilisés en usage? À ce jour, moi personnellement, je ne vois pas d'ouverture au niveau de l'Union européenne. Clairement, par exemple, si on regarde la législation e-kérosène, il parle même d'obligation d'aller sur du CO2 biogénique dès 2040. La question qui se passe, c'est est-ce qu'ils auront... Je ne suis pas sûr qu'ils se soient tous consultés au niveau de l'Union européenne quand ils ont fait à la fois la stratégie hydrogène et la stratégie e-kérosène et les autres stratégies. Et la grande complexité qu'on a au niveau de... et c'est très complexe aujourd'hui de faire des stratégies par filière, parce que derrière, je pense que si vraiment on veut développer, si vraiment l'e-kérosène est un futur en France, ils auront peut-être, au bout d'un moment, ils risquent d'avoir des soucis de disponibilité de CO2. Moi, c'est juste, est-ce que vous pensez du coup que c'est pas pour vous encourager à faire avec de l'hydrogène vert et justement pouvoir créer ce e-kérosène, parce que avec l'utilisation de l'hydrogène vert, vous pourriez, c'est ça, selon la loi, ce qu'elle nous a expliqué ce matin, vous pourriez après faire du CCU? C'est pas le rôle de Yara de faire des projets. Moi, éventuellement, je peux m'associer, prendre des relations commerciales avec des gens qui ont des projets de faire ça. Moi, Yara, on est là pour faire des produits azotés. J'ai du CO2. Après, il faut que je fasse un choix sur mon CO2. Soit on l'envoie vers un CCU, soit on l'envoie vers un CCS. Aujourd'hui, la législation fait que je l'envoie vers un CCS parce que j'ai un besoin de décarboner au niveau théorique. Et si vous l'envoyez en CCU et qu'après vous réutilisez le e-fuel pour refaire l'hydrogène gris, du coup c'est un cycle. La seule chose que je pourrais faire, c'est, comme j'utilise du gaz naturel, je pourrais acheter du biogaz ou du biométhane, acheter des certificats de biométhane, ce qui permettrait de flécher mon CO2 en tant que CO2 biogénique et le revendre. Après, le biométhane a un coût. Et d'ailleurs, je vais juste faire un petit aparté parce que dans les leviers, j'ai pas mis le levier biométhane dans les feuilles de route de décarbonation comme alternative à l'hydrogène, parce que je considère que le biométhane en Europe, parce que je parlais là européen, et en Europe, je considère qu'il y a trop de stress et pas assez de disponibilité aujourd'hui en biomasse pour flécher du biométhane vers des utilisations biogaz, vers les SMR. Par contre, on a une usine, par exemple, au Brésil, et sur cette usine au Brésil, clairement, la feuille de route de décarbonation est
principalement 100% focalisés sur le biométhane, parce qu'ils n'ont pas de problématique de matières premières, c'est-à-dire de déchets agricoles, et ils ont un coût de production et des ateliers de production extrêmement grand. C'est-à-dire qu'aux US, au Brésil, on peut réfléchir au biométhane comme une alternative à l'hydrogène, ce qui répond quand même à la question de cette table ronde, mais je considère qu'en Europe, on ne peut pas le faire. Après, il y a d'autres... Je ne dis pas que toutes les industries posent ça, mais moi je pense que ça sera difficile d'avoir du biométhane à un prix raisonnable en France. Au-delà du biométhane, que je ne connais pas bien du tout, sur la partie que vous disiez tout de suite, il y a une société, au moins une, en tout cas une que je connais, qui développe un projet de e-méthane, à savoir prendre du CO2, on fait réagir, réaction de Châtelier pour ceux que ça intéresse, avec de l'hydrogène décarboné pour faire du méthane, donc du gaz naturel. On utilise le gaz naturel, on récupère, on capture le CO2 et on réutilise le CO2 pour de nouveau reproduire du méthane, etc. Une société qui développe cette approche-là. Les ordres de grandeur de prix sont, pour l'instant, de l'ordre du triple du coût du gaz naturel, CO2 inclus. Voilà, on est dans un facteur 3 aujourd'hui. C'est une idée, il y a un projet, la société s'appelle TES, ils ont lancé un projet aux États-Unis avec Total Energy, qu'ils essayent de développer. C'est une idée qui peut fonctionner, notamment parce que sur la logistique, ça fait beaucoup de sens. Ils vont utiliser la logistique existante. Voilà. Ensuite, est-ce que ça va trouver son marché? Est-ce que ça va pouvoir se développer commercialement? C'est autre chose. Industriellement, ça peut marcher. Le procédé est connu, la logistique existe, ça peut fonctionner. Mais aujourd'hui, en Europe, c'est pas accepté, hein, parce que c'est pas conforme aux règles européennes sur le CO2. Mais voilà, ces idées-là existent et sont développées. Ensuite, il faut qu'ils arrivent et il faut qu'elles trouvent leurs clients. Est-ce qu'il y a encore des questions? Du coup, je viens vers toi. Peut-être pour prendre un peu de hauteur. Sur la question. Oui, bonjour. C'était pour avoir votre avis en fait, en dézoomant un petit peu tout ça, puisque pour revenir à un des aspects de la question fondamentale qui est posée aux étudiants dans le cadre de ces travaux-là, c'est est-ce que vous pensez que l'hydrogène peut solutionner les enjeux du développement durable en partie? Et donc vous demandez votre regard de ne pas simplement focuser sur la décarbonation, mais en articulant aux autres enjeux environnementaux pour rebondir sur une question des étudiants. C'est-à-dire quel est votre regard sur cette question en fait? Peut-être vous répondre par une pirouette, je suis désolé. Est-ce que l'hydrogène, c'est l'énergie du futur? J'ai envie de dire probablement oui. Est-ce qu'elle va le rester longtemps? J'ai envie de dire malheureusement, peut-être. Malheureusement? Peut-être. Peut-être. Qu'elle va rester l'énergie du futur assez longtemps. C'est un des risques qu'on a aujourd'hui dans le développement et dans son accessibilité, dans son, je ne sais pas comment dire en français, mais affordability, hein, le fait qu'on puisse réellement payer le coût que ça... Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une acceptation de tous, au niveau industriel, au niveau client, de payer ce que ça coûte. Et aujourd'hui, ça coûte très cher. Et ça, c'est ce qui va faire que ça va se développer ou pas. Donc, énormément de qualité, l'hydrogène, énormément. Mais ensuite, il faut qu'il y ait une solution économique. Guillaume Lenoir, allez-y. Moi, je vais répondre, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, l'autre chose dans ma réponse, pour moi, l'hydrogène, à horizon 2050, comme je l'ai montré, clairement a toute sa place à partir de 2040, une fois qu'il aura 2030, une fois que 2030 sera passé, entre 2030 et 2050, son développement va être très fort. Par contre, je pense qu'on va entendre parler beaucoup plus d'ammoniac à partir de cette période-là, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène a des problématiques, ne sera pas produit, ou sera peu produit quand même, sera produit que dans des régions où l'électricité est peu chère et où l'ENR est peu cher, où on peut trouver l'ENR à des prix très compétitifs. Donc beaucoup, par exemple, j'avais cité des endroits, donc c'est le Chili, c'est l'Australie, les cartes existent, des endroits où on peut trouver de l'électricité inférieure à 40 € le mégawattheure en ENR. Et aujourd'hui, la production sera principalement fléchée là-bas. Il faudra le transporter, il faudra le stocker. Et c'est une molécule qui ne se stocke pas et qui a des gros problématiques de stockage. Et
et de transport, et ça sera transformé en ammoniac localement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. On transporte aujourd'hui, le marché de l'ammoniac est existant a commencé en 1903. On a une connaissance, on sait stocker de manière atmosphérique à moins 33 degrés sur des grandes capacités. On sait faire des bateaux de 20 000 tonnes. Demain, on fera peut-être même des bateaux de 40 000 tonnes en ammoniac. Ça coûtera pas cher de le transporter. Donc ça sera vraiment produit là où l'électricité est pas chère. Et l'ammoniac viendra. Et il est intéressant aussi d'utiliser l'ammoniac en direct use, en utilisation directe, pour ne pas reperdre encore de 30%, parce que le cracking de l'ammoniac vers l'hydrogène, c'est aujourd'hui quand même, ça reste aujourd'hui un frein dans l'importation d'hydrogène en Europe. Et ça va peut-être le rester. Et l'ammoniac, je dirais l'ammoniac fuel, l'ammoniac sur l'énergie, vous verrez, l'hydrogène est le futur, mais on parlera de plus en plus de l'ammoniac. Un point complémentaire, c'est tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour l'hydrogène, le carbone, vert ou ce qu'on veut, sont nécessaires. Donc tout ce qui est fait aujourd'hui, fondamentalement, ça va dans le bon sens. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on va arriver au moment où vraiment tout ça va pouvoir fonctionner comme un système économique qui fonctionne seul, naturellement, avec un coût de production qui est supportable pour les consommateurs, que ce soit le transformateur ou le consommateur final. Tout ça, c'est en train de se construire. Donc on voit beaucoup les obstacles, mais tout ce qui est fait aujourd'hui pour soutenir, que ce soit la recherche, que ce soit la production, que ce soit le développement des projets, est nécessaire. Et tout, il faut que cet argent soit bien utilisé là où il faut, de façon à ce que ça aille plus vite et plus fort. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. Et tout le monde fait des projets pilotes, tout le monde a envie. Le tout, c'est d'arriver à faire en sorte que non seulement ça fonctionne, il y a encore des défis techniques, beaucoup de défis techniques, mais qu'ensuite, ce soit vraiment à l'échelle industrielle et que ça devienne normal. C'est vraiment ce tipping point, ce point auquel on va vraiment basculer entre un développement et une réalité économique. C'est ce point-là qui est important de faire le plus court possible. Voilà, on arrive à la fin de cette séquence. Est-ce que vous avez une dernière question ? Besoin de compréhension. Vous êtes encore là un petit quart d'heure le temps de la pause, ça ne vous embête pas, si vous le souhaitez, de continuer. En tout cas, on vous remercie, parce que vous nous avez fait découvrir des choses un peu nouvelles, je trouve, par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'ici. Donc ça va sûrement mûrir, peut-être soulever d'autres questions par la suite. Alors, je ne sais pas si on aura moyen de vous contacter ou pas, mais merci beaucoup. Vous voulez dire un dernier mot des défis? Un dernier mot pour les plus jeunes d'entre nous dans la salle. J'ai des filles qui ont à peu près vos âges. Donc, ce qui est vraiment important à mes yeux en tout cas, à titre personnel, pour vous, c'est nous, on est nés et on a vécu dans un monde différent. Vous avez un monde devant vous. Si vous êtes des gens qui sont convaincus que ces choses-là sont nécessaires, cette transformation énergétique, écologique, on peut l'appeler comme on veut, cette transition elle est nécessaire. Vous avez un océan d'opportunités devant vous. Il va falloir se battre, il va falloir être convaincu, il faudra avoir ça chevillé en vous. Mais c'est nécessaire et je pense que cette transition-là, on n'y échappera pas. Et donc on a besoin de gens qui viennent le défendre, qui viennent vraiment proposer des solutions et être convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte qu'elle arrive. Donc ça, c'est aussi, nous, notre rôle, c'est d'initier, parce qu'on est convaincus qu'il faut l'initier et qu'on est là pour ça. Et ça va vraiment être à vous de le déployer et de le mettre en œuvre. Dans l'industrie. Dans l'industrie, bien sûr, ou dans les transports ou ailleurs. Mais fondamentalement, dans l'industrie, vous avez un océan d'opportunités. Si c'est ce que vous voulez porter, que ce soit d'un point de vue strictement technique, business ou autre, amusez-vous. Et ce sera en plus pour faire œuvre utile et intelligente. Voilà. Merci.